Alors, bienvenue à toutes et à tous donc à cette sixième table ronde du Finistellaire 4, qui sera consacrée donc à la notion de frontière dans l'imaginaire. Donc, nous recevons aujourd'hui Paul-André Garance et Camille Rago des éditions Oniri, pardon. Je vais y arriver au bout de. Et donc, je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Camille Rago, je suis la fondatrice des éditions Oniri. J'ai créé la maison d'édition en 2019 à Guingamp. Et c'est une maison d'édition spécialisée dans le steampunk. Steampunk, c'est vraiment la ligne principale. Après, je propose aussi du polar d'imaginaire et ce que j'appelle la steam fantasy. Voilà, donc le steampunk, on va être sur un mélange entre science-fiction et roman historique. Et fantasy, steam fantasy, ça va être vraiment avec un système de magie, mais inspiration 19e ou décorum steampunk. Donc moi c'est Paul André Garance. Donc j'écris, je publie j'écris depuis très longtemps, mais mon premier livre, La Terre des Centaures, qui est ici là, a été publié en 2012. Et donc ça va faire 12 ans maintenant que je me suis lancé vraiment là-dedans. Et j'en suis aujourd'hui à 6 livres. Donc j'ai écrit dans des genres variés. La Terre des Centaures, qui est une duologie fantasy steampunk. J'ai également mon dernier né, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction. J'ai écrit également pour la jeunesse et j'ai écrit également pour le théâtre. Voilà, donc des genres très 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 Varié, oui. variés. Voilà. Merci. Euh, alors, dans un monde où les murs se dressent un peu partout, dans une tentative désespérée du monde occidental de s'isoler pour couper la route aux exilés en quête d'une vie meilleure, dans un monde grignoté par la fureur de la guerre, dans un monde où les États dits de droit basculent lentement mais sûrement vers l'autoritarisme, le thème de la frontière est plus que jamais d'actualité. Mais qu'en est-il de son application au monde de l'imaginaire? Stéphanie Nico, dans la préface qu'elle a rédigée pour l'anthologie des Imaginales 2021, intitulée Frontières, écrit: En fantaisie, la frontière est souvent prétexte à conflits sanglants. En fantastique, plus traditionnellement, la frontière est celle qui sépare le jour de la nuit, le vivant du mort, la certitude du doute. En science-fiction, le mythe de la frontière a longtemps envoyé les êtres humains à la conquête des galaxies, en oubliant parfois que la dite frontière, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, s'est souvent déplacée au prix de massacres, voire de véritables génocides. Que pensez-vous d'une telle déclaration? Résonne-t-elle avec votre vision des littératures de l'imaginaire? Si oui, en quoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je pense que la notion de frontière, c'est un peu un biais de pensée. C'est-à-dire que c'est ce qui nous sépare, la frontière, c'est ce qui nous sépare de ce qu'on ne connaît pas, mais ça dépend du point de vue de chacun, quoi. C'est ce qui nous met face à l'altérité. Et pour moi, c'est une création artificielle de l'esprit, c'est-à-dire que, par exemple, la frontière d'un pays, c'est une construction humaine, c'est pas du tout une réalité naturelle. Alors parfois, ça colle avec une réalité géographique, par exemple une montagne, mais c'est encore une fois, se dire que la montagne sépare deux continents, par exemple, enfin deux espaces, c'est une façon humaine de voir la montagne. La montagne, ça sépare rien du tout pour un oiseau, pour je sais pas quelle bestiole. Voilà. Donc je pense que c'est une construction qui est artificielle et qui nous est propre en fait. Après, en littérature de l'imaginaire, c'est parfait comme ressort narratif. Je pense que en littérature de l'imaginaire ou en littérature globale d'ailleurs, je pense que toutes les histoires partent de l'idée de frontière. En fait, on peut en voir un peu partout, hein, que ce soit de la frontière géopolitique, comme elle disait pour la fantasy, ou des frontières culturelles, je sais pas, entre
l'humanité et une race extraterrestre. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. La frontière entre l'atmosphère terrestre et l'univers à explorer. Enfin, la frontière, ouais, moi je pense qu'on peut en mettre vraiment partout. Donc c'est assez. Ça dépend vraiment de notre perception et on la place où on veut. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt quand la façon dont, en littérature, on va la remettre en question. Par exemple, justement, en science-fiction, si on a un humain qui se retrouve face à un extraterrestre, oui, il y a une frontière forcément naturelle, on va dire, entre eux. Mais comment cet humain va réagir à ce qui le sépare de l'autre, ça c'est ce qui est intéressant, sa réaction, la façon dont on va finalement pouvoir gommer la frontière qui nous sépare, quoi. Donc un peu de psychologie aussi. On pourrait parler de frontières intérieures quelque part. Ouais, je pense. Je pense que c'est une limite qu'on se met à soi-même, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans la littérature fantastique, on a aussi parfois cette notion de frontière entre personnes saines d'esprit et folie aussi. On ne sait pas toujours. Pour le fantastique, en tout cas, c'est un des ressorts principaux. C'est-à-dire, Oui. on ne sait pas si, je pense notamment au Horla, hein, le grand classique, où on ne sait pas si la personne, si le protagoniste du Horla est fou ou sain d'esprit. À ce moment-là, il y aurait une créature. Enfin, Oui. Voilà, après, nous, on a la même chose aussi dans le steampunk. On va avoir la frontière aussi entre tout ce qui est lutte des classes, donc entre les riches, les pauvres, l'ouvrier, le bourgeois. Enfin, on a on en a. De toute façon, c'est une thématique. vous avez peut-être plusieurs souvent. ouvrages dans votre catalogue qui Je- tournent autour de ce thème. j'ai réfléchi à la question et en fait, je crois qu'elle elle est présente partout. Enfin, forcément, parce que D'accord. c'est ce que je disais. Pour moi, c'est un ressort narratif qui est tellement utilisé et un peu évident, et aussi parce que derrière la notion de frontière, on peut un peu coller tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est voilà. Si on parle pas que de frontières physiques, on peut mettre en voir partout, quoi. Oui. Mais on peut aussi se dire comment on peut effacer ces frontières et regarder les choses différemment et se dire peut-être que c'est intéressant de voir aussi ce qui nous rapproche plus que ce qui nous sépare, quoi. Tout à fait. Moi, je vais essayer de ne pas être redondant à ce qui a déjà été dit. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que je pense que déjà dans la vie de tous les jours, on vit avec des tas de frontières de toutes sortes, que ce soit des frontières physiques, que ce soit des frontières morales, que ce soit des frontières législatives, etc. Moi, quand j'entends frontières, j'entends barrières, j'entends obstacles. Certaines sont immuables et ne sont pas appelées à être franchies. Je pense par exemple la morale, c'est une frontière entre le bien et le mal. Et si on franchit cette frontière-là, on a plus de problèmes qu'autre chose. Tandis qu'il y a d'autres frontières comme je sais pas, la loi de la gravité par exemple. L'homme a fini par apprendre à voler par exemple. Donc, il y a certaines frontières qui peuvent être amenées à être transgressées comme ça. Et je pense que quand on est auteur, on peut réfléchir sur effectivement toutes ces différentes frontières et on a cette liberté finalement en tant qu'auteur de pouvoir imaginer qu'est-ce qui se passe si on les transgresse, si on les bouscule, si on les défonce sans en avoir les conséquences. Et c'est ça que j'aime bien effectivement quand on écrit comme ça dans l'imaginaire, c'est qu'on peut imaginer d'autres mondes, d'autres façons de vivre en s'affranchissant de ces frontières-là, quoi. D'accord. Merci. Cette année, les éditions de l'Éclat ont publié un recueil de textes de l'autrice Ursula Le Guin, intitulé Imaginer, lire, écrire, essais et conférences 1988-2003. On peut y lire, au début de l'article intitulé Sur la frontière, la frontière a deux côtés. C'est une interface, un seuil, un site liminaire comportant tous les dangers et toutes les promesses de ce qui est liminaire. Paul, cette vision de la frontière comme un nouveau départ, la rencontre-t-on dans vos ouvrages? Je pense notamment au protagoniste de La Terre des Centaures,
qui se lance dans l'exploration d'une île. Oui, tout à fait. Je dirais même qu'il y a plusieurs sortes de frontières dans la Terre des Centaures. Donc il y a celle-ci, effectivement, auquel on pense, hein, cet effet de voyage, d'autant plus que c'est un protagoniste c'est un vrai rat de bibliothèque et qui n'est pas du tout aventurier pour un sou et qui, par la force des choses, se retrouve à devoir partir en mer, explorer de mondes inconnus. Euh, donc ça, c'est vraiment l'appel au voyage comme on rencontre dans plein d'autres romans, hein. Je pense Bilbon dans Le Hobbit, voilà. Il y a encore d'autres frontières. Il y a par exemple un autre protagoniste qui s'appelle Lucas, qui est un enfant confié qui vit dans un foyer avec une mère alcoolique, etc. Et qui va saisir cette opportunité de voyage pour partir en quête d'affranchissement. Donc il y a aussi ça aussi, parce qu'il cherche voilà, la société lui impose des frontières. Voilà, tu es un enfant placé, etc. Tu n'arriveras jamais à rien. Bah, lui, il va chercher à s'affranchir. Donc ce voyage, c'est un peu cette opportunité-là. Et enfin, l'autre frontière, qui est vraiment le cœur même de ce roman, c'est la frontière entre le monde des humains et le monde animal, dont le centaure, finalement, représente à lui tout seul cette frontière-là, puisqu'il est à moitié humain, moitié animal. Et donc ce roman va vraiment explorer un petit peu, bousculer cette frontière, comme je disais, on essaye un peu de bousculer les frontières, essayer de comprendre ce qui se passe aussi de l'autre côté, etc. Et le centaure, finalement, comme c'est un être hybride, il personnifie à lui-même cette frontière entre le monde animal et le monde des humains. Et donc ça soulève plein de questions, parce qu'il y a des humains qui ont envie de comprendre les animaux, d'autres qui ont envie d'en faire de la chair à pâté, voilà. Donc, et inversement. Donc, D'accord, voilà. merci. Euh, Camille, y a-t-il dans le catalogue de votre maison des ouvrages dont les protagonistes s'aventurent dans un autre côté, qu'il soit physique ou mental? Bah, comme je disais tout à Il l'heure, y en a, oui, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, il y en a peut-être certains dont vous voudriez nous parler. Bon, spontanément, forcément, je pense à l'anthologie Exploration et frontières culturelles, hein, Ah oui, pour le coup, c'est dans le titre, donc voilà. voilà. Où clairement, pour citer par exemple une seule des 4 nouvelles, la première, Renaissance de Benjamin Lupu, on a donc des explorateurs anglais-français, qui vont dans le Pacifique à la rencontre d'un peuple pas aquatique, mais qui vit sur l'eau, sur vraiment des villages flottants, quoi, qui s'assemblent au gré de leurs envies. Sans avoir forcément la capacité de respirer sur l'eau. Non, voilà, ils respirent pas sous l'eau, mais sont des très bons nageurs. D'accord. Voilà. Et ils ont toute une culture, évidemment, qui inclut l'océan et qui est étrangère aux explorateurs français, qui, eux, y vont, évidemment, dans un but vraiment pragmatique de trouver un trésor. Voilà. Mais la jeune fille qui les accompagne, elle va justement dépasser la frontière culturelle qu'il y a entre leurs deux peuples et s'intéresser aussi à cette culture-là qui est différente de ce qu'elle connaît et voilà, l'aborder sous un angle différent. Je ne vais pas spoiler quand même, hein. Mais après, je pensais aussi moins évident, on va dire, comme frontière. Je pensais à la nouvelle d'Audrey Plenay dans Écologie et folie technologique, où on a une mère de famille. Un recueil dont on parlera probablement plus tard. Voilà, tout à l'heure à 15h. Voilà. Une mère de famille qui est vraiment invisible aux yeux du monde, parce qu'elle est vraiment banale, et qui décide sur un coup de tête de rentrer dans un salon d'esthétique. Et de rentrer dans une machine un peu infernale qui la relook totalement, quoi. Et ce qui la rend visible auprès de ses collègues notamment, qui sont pour la plupart des hommes, et ce qui lui donne un pouvoir en fait, rien que par son apparence physique et la beauté qu'elle peut dégager en étant complètement relookée, ça la fait basculer
presque de l'invisible au visible, enfin de la position elle était personne en fait, et d'un coup elle devient quelqu'un, on l'écoute et voilà. C'est intéressant parce que si on, on réfléchit de manière un peu abstraite, on a ce personnage donc qui franchit une porte, qui passe dans un monde, donc le salon esthétique, et qui en revient avec, donc là c'est son apparence qui est changée, mais qui en revient avec, on peut dire, une sorte d'attribut rapporté de ce monde-là. Et ça, ça correspond à un schéma assez classique que par exemple dans les romans arthuriens, où on a des personnages comme ça qui s'aventurent dans des mondes, parfois les mondes de la mort, etc., et qui en ramènent quelque chose et ça les transforme. Enfin, on a une histoire un peu archétypale, quoi. Enfin, ouais. Vraiment. C'est une transformation à la fois physique et mentale, parce qu'en fait, son apparence, enfin sa façon de penser se cale sur son apparence, quoi. Voilà. D'accord. Bon, sans vouloir spoiler non plus, mais après évidemment, il y a le traité de chronoportation qui parle de voyage dans le temps, donc là la frontière, Elle est multiple. elle est multiple, elle est à la fois comment franchir la barrière du temps, comment s'adapter aussi aux personnes qu'on rencontre qui sont du coup d'une autre époque, qui pensent différemment, qui ont une vision du monde complètement différente de la nôtre. Voilà, c'est complètement, tout le livre parle que de ça, je pense. D'accord. Et, et sinon, je pensais aussi au 7e continent, qui est un autre type de frontière, où là on a un personnage qui vit avec des œillères, qui est complètement dans le système. Voilà, vraiment c'est le bon petit soldat, bon petit citoyen qui fait partie d'un système capitaliste bien huilé, et qui finit par perdre ses œillères. Alors il veut surtout pas les perdre, hein, mais bon, il n'a pas vraiment le choix, quoi. Et à un moment donné, il est obligé il se retrouve vraiment confronté à la réalité, à l'envers du décor du monde soi-disant idéal dans lequel il vit, quoi. Ce qui remet en question aussi toute sa vision du monde. Société de consommation, etc. Voilà, entre autres. Là, on parle aussi de plus de de société de consommation, mais au niveau sanitaire, et, Oui. les hygiènes d'application de santé. D'accord, oui, parce qu'on est dans un ouvrage de l'imaginaire, donc j'imagine que c'est pas seulement... c'est de l'anticipation, donc en fait il a des implants dans le corps qui lui permettent de suivre son espérance de vie sur son smartphone. Ah, c'est pas du tout stressant, ça. Il est un petit peu hypocondriaque, un peu stressé comme garçon, ouais. D'accord. Très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les frontières, il y en a partout. Je pense que c'est un ressort narratif qui est présent dans tous les livres qu'on peut lire, en tout cas en imaginaire. Et en fait, je crois que si les personnages ne passent pas de l'autre côté, en fait, il n'y a pas d'histoire à raconter. Parce que si on imagine une histoire où le personnage ne met jamais un pied de l'autre côté de la barrière ou de la frontière, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Oui. J'ai pas d'exemple à Je veux bien proposer, contre mais ça se tente, ça se tente. Je vais y réfléchir. En contrepoint de la notion de frontière, notre époque voit surgir ou ressurgir bon nombre de questionnements autour de la diversité, de l'inclusion, des représentations. Comment les traitez-vous dans votre travail d'écriture ou d'édition ? Moi, je suis très engagé justement sur le thème de l'inclusion. Déjà à travers mon travail dans l'édition, parce que je suis auto-édité suite à la cessation d'activité de mon éditeur. Et j'ai fait ce choix, tant qu'à faire à ma sauce, de le faire à mon image, c'est-à-dire engagé dans le monde du handicap. Et c'est pour ça que mes livres sont également disponibles en version audio. J'ai des livres jeunesse. La mise en page a été conçue pour faciliter vraiment le confort de lecture pour les enfants qui sont sujets à la dyslexie, la dyspraxie, etc.
Et dans l'écriture même, c'est vrai que j'aborde très souvent le thème du handicap, de la différence, de comment accepter sa différence. Donc, mes deux livres jeunesse, par exemple, le premier tome s'appelle Erwan El Fokana. C'est un enfant qui voilà, se découvre différent des autres, qui ne l'accepte pas et qui va rencontrer d'autres enfants qui eux aussi sont différents, mais qui, contrairement à lui, en ont fait une force et vont l'aider à se réconcilier finalement avec cette différence. Et dans le deuxième tome, Les Jeux Fantastiques, cette fois c'est plutôt ensemble, avec nos différences, comment on peut aller encore plus loin. Donc c'est le fameux adage seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est exactement ça. Et c'est voilà, c'est tout ce que je fais en tout cas dans le domaine de l'inclusion et puis tout ce qui touche effectivement à la diversité des gens, etc. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on peut aborder plus librement, je pense, qu'il y a encore quelques décennies. C'est vrai que je sais pas si on parlait d'homosexualité il y a encore quelques décennies, c'était peut-être encore de la provoque, alors qu'aujourd'hui, peut-être plutôt on va essayer d'aider à banaliser ça, pour que ce soit plus justement de la provocation. Euh, et je pense que c'est encore un autre terrain, encore d'engagement de l'auteur. On peut, il y a plein de choses encore à explorer. Oui, Oui, et sur le plan formel, il y a aussi la question de l'écriture inclusive. oui. Il y a des gens qui En sont plus, pour. je suis dans l'administration, donc l'écriture inclusive, ça nous fait arracher quelques cheveux. Ah bon? Ouais. Et pourquoi donc? Bah, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, on parlait justement d'accessibilité. Le problème de l'écriture inclusive, c'est que c'est pas du tout une écriture accessible. C'est-à-dire que si, en tout cas, on applique l'écriture avec des points médians, etc., c'est juste illisible. Du coup, on est obligé de repenser notre façon de formuler les phrases pour essayer de balayer les genres, Oui. de plutôt d'avoir des formules actives plutôt que passives. Donc ça nous oblige vraiment à faire un petit travail intellectuel Mhm. euh, pour éviter justement d'avoir au maximum tous Oui, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens pour qui écriture inclusive égale point médian, etc. Alors que en fait, non, c'est plus riche et plus complexe que ça. En fait, il y a Bah, les formulations neutres, les doubles flexions, exactement. etc. Enfin, Exactement. Et comme toujours, je suis dans l'administration et en plus dans le domaine du handicap. Donc en plus de ça, je travaille beaucoup sur le FALC. Alors le FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. ah Donc oui, on voit ça dans les magazines de la mairie. oui, voilà, effectivement, c'est, on va dire, une espèce de... J'aime pas trop le terme simplification. Je préfère plutôt de facilitation plutôt. Mhm. Voilà, le contenu d'un article ou d'un document va être retravaillé de façon à ce que les phrases soient plus courtes, toujours dans la formule active, etc., pour que des personnes ayant un handicap psychique, mental, mais pas que, ça peut être aussi les personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, Oui. qui ont besoin aussi du FALC. Donc en fait, si on essayait de regarder quel était le public cible finalement du FALC, il est beaucoup plus large que les 10% du monde du handicap. Hein. En fait, ça peut être les personnes qui ont des difficultés aussi pour lire, ça peut être les personnes qui ont du mal à lire le français, etc. Donc finalement, l'écriture inclusive, c'est très très large et comme tu dis, c'est pas que le petit point médian, etc. Il y a beaucoup de réfléchir à notre façon de tourner les phrases. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette excuse justement du point médian pour refuser en bloc l'écriture inclusive aussi, Bah, c'est malheureusement. vrai que c'est compliqué, en tout cas dans l'administration, Mm. de remanier les phrases de façon à ce que ça puisse passer. C'est assez compliqué des fois. Parce que, il y a aussi des contextes juridicaux. Je vous passe les détails, mais voilà. C'est une frontière que nous ne traverserons pas. Oui, c'est ça. Bien. Et donc Camille, petit rappel de la question. Hein, donc, notre époque voit surgir bon nombre de questionnements autour de la diversité, de l'inclusion et des représentations. Comment les traitez-vous dans votre travail d'édition, pour le coup? Alors, il y a deux, voilà, enfin deux facettes. Il y a le texte en lui-même, vraiment le roman ou la nouvelle, et il y a la facette éditoriale. Euh, ce que tu disais tout à l'heure sur la typographie, par exemple,
pour les dyslexiques. Enfin voilà. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qu'il y avait des typos qui étaient plus faciles à lire pour les dyslexiques et j'étais ah bon ok. Et apparemment les miennes ça va. Donc, j'ai fait, ouf. Mais enfin après moi j'ai plus pensé inclusion. Alors j'avais pas pensé au handicap, mais j'ai plus pensé au côté LGBT ou les questions, ce qu'on appelle les personnages racisés, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon. Et Pourquoi donc? parce que racisé alors qu'on dit qu'il n'y a pas de race, alors je trouve ça un peu bizarre de parler de D'accord, personnes racisées, mais bon, d'accord. voilà. C'était pour Personnes de savoir, hein. couleur, on va dire. C'était pour Voilà. savoir. Euh, je trouve que, encore une fois, je trouve que c'est un biais de pensée, c'est-à-dire que pour moi, se dire ah, il faut de l'inclusion, c'est aussi mettre les gens dans des cases. Mhm. C'est avoir besoin de se dire tiens, je vais mettre un personnage homosexuel ou je vais mettre un personnage noir ou je sais pas arabe. C'est encore mettre dans des cases, c'est-à-dire il faut des quotas, il faut qu'ils soient représentés, il faut que. Alors qu'au lieu de se dire bah tiens, j'ai face à moi dans ma galerie de personnages que des personnages singuliers, que des humains, quoi, en fait, des êtres humains singuliers, des personnes, et lequel correspond mieux à l'histoire que j'ai envie de raconter. Voilà, on peut. Après, c'est sûr on a tous des biais de pensée, et donc forcément, quand on est, je pense, français, blanc, après, moi, je suis pas du tout en fait dans ces schémas de pensée, donc c'est pas facile pour moi de le visualiser comme ça, mais oui, je pense qu'on a tendance à écrire du coup en personnage blanc, etc. Mais je pense que ça peut ne pas être systématique. Mais D'accord. ce qui me gêne, en fait, c'est plus la notion de case. Enfin, j'en discutais avec une amie qui est transgenre et qui est femme transgenre. Elle disait, mais en fait, moi, je veux juste qu'on me voit juste comme une femme, comme une personne, Oui. et qu'on m'accepte comme je suis, et pas que je suis une femme transgenre, homosexuelle, machin, et qu'on me range encore dans une case encore plus petite que celle dans laquelle j'étais au départ, quoi. Bah ouais, moi quand j'ai discuté avec elle, que je l'ai rencontrée, je me suis pas posé la question de sa sexualité, je m'en fiche complètement, d'où elle venait, son origine, c'est voilà, c'est une personne et les gens elle veulent était juste sympa vivre et tranquillement voilà, et qu'on c'est leur ça. foute la paix Voilà. en fait. Bon après, voilà, là je simplifie et je sais que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que c'est pas si évident que ça et que forcément ça demande du travail parce que même si moi je pense pas forcément comme ça, je vois aussi que là par exemple, tu vois, j'ai pas pensé au handicap parce que moi-même je suis pas concernée, donc c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai pensé. Donc oui, ces questions d'inclusion, ça nous force aussi à penser qu'il y a des gens qui sont différents de nous, quoi. Mais voilà. Et donc ce genre de choses, ça n'entre pas forcément en ligne de compte, enfin en priorité dans vos choix de manuscrits, par exemple. Non. Non. Bah, en fait, quand je choisis un texte, je choisis un texte, pas une personne, déjà. Oui, mais le texte Et parle de gens. oui. Oui, mais j'ai eu la question, en fait, par exemple, du nombre d'autrices et d'auteurs que j'avais dans ma maison Je d'édition. pensais pas à ça. Je pensais vraiment au texte. Bah, moi, j'avais pas pensé non plus. Et quand on m'a posé la question, je fais je sais pas en fait. Moi, quand je lis les textes qu'on m'envoie, je fais même pas attention à qui me l'a envoyé. En fait, je lis le texte. Si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder un peu dans ce que j'ai publié. Et j'ai compté dans mes anthologies. Et au final, je me retrouve avec autant d'hommes que de femmes. J'ai des anthologies où je vais avoir 3 hommes, une femme, d'autres 4 femmes, 3 femmes, un homme. Enfin, en fait, voilà, il n'y a pas de schéma. Mais quand on fait la moyenne, on se retrouve avec du 50-50. Quoi. Ouais. Parce qu'on a des maisons d'édition, je pense par exemple aux éditions Goether qui ont sorti, je crois, une collection en fait, spécialisée dans les récits écrits par des femmes, par exemple. C'est chez Argile. Argile, ah oui, pardon, Argile. Récif. Ouais. Merci pour la correction. Chez Goether, ils vont être plus sur des textes LGBT. Ouais. Et du coup, ce genre de choses, ça vous tente pas ou... Pas spécialement. Je sais pas, j'ai pas cette vraiment démarche-là, mais juste sur le texte. Ouais, c'est ça. Après, évidemment, quand on voit les titres de mes livres, on se doute que derrière, il y a quand même des valeurs
voilà, ça n'empêche pas en fait, c'est juste j'ai pas envie de m'enfermer dans cette case où je me dis je dois publier que des textes que de femmes parce que j'ai envie d'avoir une ligne Oui. féministe ou quoi. Mm. Je pense qu'on peut être féministe en publiant aussi des hommes. Pour moi, c'est pas un critère, quoi. D'accord. Et de la même façon que dans les récits, je vais pas chercher à avoir des textes qui parlent forcément d'homosexualité, ou de handicap, ou de racisme. C'est plutôt, en fait, ça se fait naturellement. Je les exclus pas non plus, quoi. En fait, D'accord. si le texte est bon, il est bon, et si le personnage est homosexuel, et ben très bien. En fait, Oui. voilà. Voilà. Par contre, s'il y a un personnage homosexuel et que le texte n'est pas bon, je vais pas le retenir parce que pour avoir mon quota de représentativité, Oui. voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans une série Netflix. Voilà, c'est ça. Où je me dis non, il faut un personnage, latino, il faut un personnage Voilà. machin. Non. Pour après pouvoir proposer dans le Non. catalogue de séries, Voilà, séries pour personnes noires, séries pour... je vais pas non plus. Enfin, il y a quand même, faut le reconnaître, hein, il y a quand même cette mode aussi de. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a cette mode de récit. Alors, je parle beaucoup de LGBT puisque c'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est un peu une mode, j'ai l'impression. Il y a des lecteurs qui recherchent aussi des récits queer. On m'a demandé. Je dis je ne sais pas. En fait, si j'en ai, peut-être, sûrement, puisqu'il y a des personnages qui ont tout type de sexualité ou de genre. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un critère de sélection éditoriale, en tout cas. D'accord. Voilà. Merci. C'est plus sur les valeurs plus politiques sur ces questions-là. Mais voilà. D'accord. Et Merci. je voulais juste Oui. quand même rajouter Oui, quelque oui. chose. C'est il faut quand même qu'on se dise que notre cerveau, il aime les cases. Hein, c'est un truc qu'on fait tous naturellement. En fait, on range tout dans des cases et on a ce besoin de se dire ah bah tiens, ça ressemble à ça, donc je vais les mettre ensemble. Mais c'est plus je pense qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est de questionner justement les petits murs qu'on met entre les cases, quoi. Se dire tiens, là j'ai rangé les blancs et les noirs d'un côté, mais on pourrait se dire aussi je vais ranger les geeks d'un côté et puis le reste du monde, et puis je pourrais ranger aussi les humains et les extraterrestres, je pourrais ranger les êtres humains et les cailloux. En fait, je pense qu'il y a une infinité de classifications, et c'est juste après, encore une fois, un biais de pensée culturel ou systémique, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut partir très loin. Oui. Oui, on s'interroge sur la Ouais. porosité de la frontière entre ces cases, en fait. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait, plutôt. Très bien. Oui. Effectivement, de rebondir dessus. Moi, de mon point de vue d'auteur, même si on est dans l'imaginaire, il faut qu'il y ait une cohérence aussi dans ce qu'on écrit. Quand je vois, on parlait des nouvelles séries Netflix ou Amazon Prime, etc. Quand je vois dans Le Seigneur des Anneaux... Attention, quelqu'un n'a pas aimé les anneaux de pouvoir. Non, mais quand je vois des elfes d'origine africaine, quand je vois des nains d'origine africaine, alors que dans le monde de Tolkien, il n'y a pas de continent africain, où je ne comprends pas où est l'intérêt. Pour moi, il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Quand un auteur imagine un monde, s'il n'y a pas de continent africain, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des personnages avec la peau noire? Après, Après, il ne faut le qu'il y ait dit une pas non cohérence pour plus moi. qu'il n'y a pas. Il ne le dit pas non plus dans ses écrits qu'il n'y a pas d'elfes à la peau noire, par exemple. Voilà. Enfin, on peut Ouais. jouer là-dessus aussi. S'il ne le dit pas, pourquoi ne pas s'en priver? Pourquoi s'en priver, en fait? de, voilà. Et encore une fois, on peut se dire, est-ce que ça a vraiment une importance, la couleur de la peau du personnage? Blanche-Neige en Asie. Oui, euh, le micro. Oui, je disais, c'est de la provoque. Hein. Le Blanche-Neige avec une actrice latino. Autant La Petite Sirène, le débat, Oui. je trouve, a été un peu du chipotage, mais c'est vrai que Blanche-Neige, c'est sa description, elle est décrite sur son physique.
Donc c'est vrai que c'est un peu voilà Si elle a la les cheveux cohérence. blancs. Là. Hein Si elle a les cheveux blancs. Oui, elle est décrite avec des cheveux d'ébène, non plutôt, il me Oui, semble. oui. Bon. Mais oui, Après, comme bon. tu dis, je trouve la cohérence aussi, ouais, c'est important. Mais c'est dans les deux sens. Enfin, je pense par exemple dans Gastronomie et exploitation coloniale, si Yasmine avait écrit son histoire, donc qui se passe. Alors, c'est pas vraiment en Algérie, puisque c'est un monde fictif, mais c'est très inspiré de l'Algérie. Si elle avait écrit un personnage blanc, ça n'aurait pas eu de sens. Hmm. Enfin, voilà, et c'est là que ça devient problématique. Là, Ouais. j'aurais dit, non, mais ton personnage, il faut qu'il soit algérien. Enfin, Ouais. sinon, le message, il passe pas, quoi. Ouais. Bon, la question se posait pas là. Mais, voilà. Après, il y a peut-être entre ça et le Seigneur des Anneaux, il y a quand même. Bon, après, les elfes, ça n'existe pas, donc on Voilà. peut dire qu'on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Après, c'est vrai que si Tolkien ne précise pas la couleur de peau, bon, on peut laisser la porte ouverte. De même que dans Harry Potter, dans la comédie musicale, pour Hermione, ils ont mis une actrice d'origine africaine. Bon, c'est vrai que dans le bouquin, elle ne le mentionne pas. Donc, on peut laisser effectivement la porte ouverte. Par contre, moi, j'avais un autre exemple. J'avais vu une comédie musicale il n'y a pas très longtemps, où ça se passait dans une société victorienne. C'était un conte de Dickens. Et tous les acteurs étaient noirs. Là, par contre, pour moi, c'était pas cohérent. Je pense que, après je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais je pense que les pays africains sont suffisamment riches en contes et légendes pour qu'on puisse raconter ces histoires-là plutôt que de les greffer à la société anglaise sans qu'il y ait de cohérence. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. C'est que même si on est dans l'imaginaire, il y a quand même certaines cohérences qui pour moi ne sont pas appelées à être affranchies ou juste pour faire plaisir entre guillemets à certaines minorités ou pas. Pour moi, il faut qu'il reste une certaine cohérence quand même. Oui. Voilà. D'accord, merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Très bien. Pour contre Blanche-Neige en Oui, donc moi je me posais une question. C'est Camille, c'est ça? Je me posais la question en tant qu'éditrice, est-ce que tu as déjà reçu des fois des manuscrits qui voulaient transmettre un message inclusif, par exemple, envers, je sais pas, une minorité ou des personnes ou quelque chose de LGBT ou quelque chose comme ça, mais qui était fait de manière si maladroite ou avec des biais de pensée qui donnaient clairement pas envie de sélectionner le manuscrit. Par exemple, quelque chose qui se voudrait inclusif et en fait qui véhicule beaucoup de clichés ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un frein à la sélection d'un texte? Alors, je me rappelle pas de tout ce que j'ai lu, parce que je reçois quand même pas mal de manuscrits. Pour donner un exemple, sur la dernière anthologie que j'ai publiée, j'avais reçu 42 textes. Donc je ne me souviens pas de tous. Je trouve que les questions d'inclusion, justement sur la communauté LGBT, j'en reçois pas beaucoup. Mais là, alors sur le prochain appel à texte, sur lequel je suis en train de travailler, j'ai lu 2 textes pour l'instant, et dont un qui parle justement d'un homme travesti, et où c'est traité vraiment de manière... justement, elle en fait pas tout un pataquès, on va dire. Le problème, c'est que j'ai pas encore fait ma sélection, hein, donc c'est vraiment, voilà, là c'est de l'exclusivité, mais il y a justement dans ce texte, la chose qui m'a dérangée, c'était, donc on se place au 19e, c'est que le personnage qui a découvert donc qu'en fait elle était face à un homme et pas une femme, comme elle pensait dans un premier temps, elle n'est pas du tout choquée, enfin il n'y a pas de réaction. Et ça m'a perturbée. Je me suis dit, qu'elle l'accepte, ok, mais il faudrait quand même que... Enfin, on n'est pas au 19e, on n'est pas vraiment dans une époque très inclusive, justement. Donc, c'est pas quelque chose de normal. Et comme, pour moi, c'est un manque de cohérence, mais c'est l'histoire d'une phrase, en fait. Ou d'un petit... rajouter un dialogue, et voilà, c'est pour gommer l'incohérence.
parce que je trouve aussi intéressant que je pense qu'aussi à cette époque-là, il y avait aussi des personnes qui n'en avaient rien à faire que la personne soit travestie, soit transgenre, soit homosexuelle. Enfin, voilà, il y a ceux qui en font tout un foin et qui considèrent ça contre nature, et puis il y a ceux qui sont là, non mais moi je fais mon boulot et la vie de l'autre c'est pas mon problème, quoi. Enfin, voilà. Donc la couturière, elle en a rien à faire de faire une robe pour un homme, ça me dérange pas. Par contre, qu'elle soit pas surprise, je trouve ça gênant. Mais d'un point de vue de cohérence narrative, quoi. Voilà. Mais après, j'ai pas souvenir de texte où c'était maladroit, où ça se voulait vraiment militant et où ça en devenait gênant. J'ai pas eu ce genre de choses. Alors après, je lis pas forcément les manuscrits en entier. Voilà. Oh. Je sais que les auteurs aimeraient bien qu'on lise leur texte en entier, mais on n'a pas toujours le temps. Et des Et fois, justement, à propos de ne pas avoir le temps, nous arrivons au bout de celui qui nous est imparti. Eh bien, je remercie tout le monde, hein, merci au public, merci à nos intervenants de qualité. Avec plaisir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et bon Finistère.